Je m'appelle Bernard Lavallée et j'ai toujours été fasciné par les aliments et leurs histoires. Est-ce que vous connaissez le melon de Montréal? Je me suis intéressé à ce fruit mythique et par la bande à la façon dont on peut préserver nos variétés ancestrales. Comment ça se fait qu'un fruit de renommée internationale soit tombé dans l'oubli? Pourquoi il y a certains aliments qui disparaissent, puis est-ce que c'est possible de les retrouver? Dans les 2 dernières années, j'ai regroupé des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Notre but, ressusciter pour de bon le fameux melon de Montréal. Ah, vraiment, il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Quand tu regardes l'histoire des semences ancestrales, la majorité des variétés qui ont disparu, on le saura jamais. Le melon de Montréal, ce qu'il y a de fascinant avec son histoire, c'est qu'au contraire, on a accès à des tonnes de traces, tellement qu'on est capable d'avoir une bonne idée de la relation que les gens avaient avec le fruit, ce qui est assez rare. Dans la légende du melon de Montréal, si on veut, ou ce dont on parle le plus, c'est qu'on les vendait dans les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, ici, au Québec, mais aussi à New York, à Boston, à Philadelphie. Puis tu sais, juste pour vous donner une idée, un melon était vendu en 1922 2,50 $ par les producteurs. Mais ça, aujourd'hui, ça vaudrait 43,15 $. On raconte souvent justement des histoires de « Ah oui, tel prince ou tel roi a goûté au melon puis a demandé une caisse spécifiquement pour être envoyé en Europe et tout ça. » C'est quand même fascinant de se dire que un fruit qui se vendait aussi cher, qui était aussi populaire, tombe dans l'oubli puis qu'il soit remplacé par autre chose. Au début des années 1910, il y a un paquet de facteurs qui vont contribuer à la disparition du melon. Quand on sait qu'il y a seulement quelques producteurs qui cultivaient le melon de Montréal, donc qui détenaient les secrets de sa culture, qui soudainement, soit parce qu'il y a des décès, soit parce qu'ils vont vendre leur ferme. Le meilleur exemple, c'est la ferme des Caries. Aujourd'hui, l'autoroute des Caries se trouve là où était la ferme des Caries. Donc, ça nous donne une idée de à quel point l'industrialisation a pu contribuer à la perte de la variété. Ensuite, en même temps, il y a eu l'apparition de nouvelles variétés. Parce que le melon, bon, demandait énormément de main-d'œuvre pour le produire, mais surtout, il est très fragile. Et donc, c'est pas du jour au lendemain qu'il a disparu. C'est vraiment un paquet de facteurs qui, additionnés un avec l'autre, ont tous été comme un petit coup de plus, un petit coup de plus, un petit coup de plus. Puis là, on a commencé à voir comme l'intérêt décliné pour le melon. Ça a pris plus de temps que juste le buzz qui a disparu à peu près dans les années 20. En 1991, il y a un journaliste qui s'appelle Barry Lazar. Il vivait donc sur la rue Old Orchard à Montréal. Il se dit « Pourquoi est-ce que ma rue s'appelle le Vieux Verger? » Et il réalise que près de chez lui, on cultivait un melon fabuleux, qui goûtait bon, que tout le monde voulait, qui se vendait cher dans les hôtels et tout ça. Mais malheureusement, il n'existe plus de semences. Il va falloir attendre en 1996, où un autre journaliste qui s'appelle Mark Abley, qui se dit « Hey, moi, je vais essayer de retrouver des semences. » On se rappelle, à cette époque-là, Internet n'existe pas, puis il faut que tu trouves des semences d'une variété qui n'existe plus, puis tu ne sais même pas où chercher. Donc, c'est juste fascinant de s'imaginer ça, puis ça fait pas si longtemps que ça. Et il finit par trouver un sachet de semences dans une banque de semences en Iowa, aux États-Unis, et ils réussissent à produire un seul melon qui correspond en toutes caractéristiques au melon de Montréal. Enfin, le melon de Montréal a été retrouvé et ressuscité. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre Louis-Philippe Mailloux, un semencier avec qui je travaille et qui a commencé à cultiver le melon de Montréal. Cet été, il va planter à peu près comme 500 plants de melon de Montréal pour essayer de se rapprocher le plus de à quoi ça ressemblait avant. Parce qu'on n'a pas réussi à retrouver exactement ce melon-là, de la bonne taille, du bon goût, tout ça. Fait que Louis-Philippe, son objectif, c'est d'essayer de retrouver le melon comme il l'avait dans le temps, c'est-à-dire le super gros melon qui goûte super bon. Fait qu'il va planter plein de melons, puis il va juste garder les meilleurs. Fait qu'à la fin de la saison, il va goûter à tous les melons qu'il va avoir produits. Puis le but, c'est d'essayer de conserver les semences des meilleurs melons, puis l'année prochaine de replanter seulement celles-là, et ainsi de suite, pour essayer enfin de retrouver pour vrai le melon de Montréal qui a été perdu depuis si longtemps. Comment on va savoir que c'est ça, tu sais, que c'est ça le goût de Montréal? On pourra pas, Geneviève! C'est ça l'affaire! Aujourd'hui, il n'y a probablement personne de vivant qui a déjà goûté au vrai melon de Montréal, donc qui connaît vraiment le goût. Déjà, d'avoir un melon qui va goûter bon, je pense que ça va déjà être une réussite parce que quand les gens ils plantent, ça goûte pas bon. Est-ce que c'est parce que la génétique a été perdue, fait que là, genre, ce qu'on a, c'est pas vraiment exactement le même melon qu'auparavant? Fait que je me dis, déjà, si on est capable d'obtenir un melon qui va être vraiment parfumé, sucré, puis peut-être plus gros, je pense qu'on va avoir déjà atteint comme une prochaine étape. T'sais. Les variétés ancestrales, elles ont été sélectionnées parce qu'elles plaisaient à nos ancêtres, elles plaisaient aux gens qui les ont cultivées. Mais aujourd'hui, comme on a des aliments qui viennent de très loin, les critères ont changé. Et donc, ces variétés ancestrales n'ont plus nécessairement leur place dans le système industrialisé, mais il y a aussi une raison plus pragmatique, si on veut, ou plus scientifique. C'est-à-dire que ces variétés que les semenciers
préserve aujourd'hui, ce sont des variétés qui possèdent un bagage génétique qu'on pourrait utiliser dans le futur pour être capable de développer de nouvelles variétés. Donc, par exemple, si on avait une ancienne tomate, mettons, qui résistait bien à la sécheresse ou qui résistait bien à telle maladie, peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour développer des nouvelles variétés de tomates et donc qui nous permettraient, mettons, de s'adapter aux changements climatiques qui s'en viennent. Donc, c'est comme une bouée de sauvetage qui est importante de préserver parce qu'on ne sait pas si on va en avoir besoin dans le futur. Il y a combien de variétés? C'est à peu près 145 variétés. Puis, Le melon de Montréal. oui, le melon de Montréal de 2021. Ouais. C'est la première fois que tu le cultivais? Oui. Puis là, la photo que tu as mis là, c'était-tu genre ton meilleur melon que tu avais réussi à faire, que tu as gardé pour la photo? C'est le meilleur. C'est environ cette taille. À peu près 30 cm de diamètre. OK. Ouais. Puis lui, est-ce qu'il goûtait bon? Oui. Gros mythe, et c'est le cas de le dire, c'est sur la taille du melon. Quand la compagnie de semences Burpee a fait un concours du plus gros melon, le gagnant à l'époque pesait 39 livres et demi. Très gros. C'est vraiment très gros comme melon. Après ça, Burpee, dans son catalogue, a continué à dire « Ce melon est vraiment gros. On en a même cultivé qui pesait jusqu'à 40 livres. » Donc, on a associé ce gigantisme au melon, mais est-ce que tous les melons atteignaient ces 40 livres-là? Pas du tout. Il y a un employé de l'Université du Vermont qui est venu à Montréal pour étudier la culture du melon. Et c'était dans un but commercial qu'il a fait ça parce que si on était capable de découvrir comment bien cultiver le melon de Montréal, on pourrait faire vraiment de l'argent puis on n'aurait plus besoin de dépendre des Montréalais pour le faire. Et donc, dans ce rapport-là, qui est quand même, somme toute, assez scientifique, il nous dit que les melons, en moyenne, pesaient entre 8 et 15 livres. Ce qui est quand même un gros melon. Encore une fois, là, on ne va pas se le cacher. On n'est pas encore rendu à produire des melons de 10 livres en moyenne. C'est pas ça qu'on a présentement. Mais c'est pas comme si c'était aujourd'hui, il pèse 4 livres, mais avant, c'était 40 livres. Non, on est quand même plus proche. On a 1,5 kg goût moyen. La majorité des melons de Montréal qu'on cultive sont comme ça. Ouais. Le goût, il est neutre un peu, peu sucré. Ouais. 2 kg, peu de chair. Peut-être que ça va être un trait qu'on ne veut pas garder. Les 2 kg, savoureux. OK. Fait que ça, techniquement, c'est les best. C'est les best du best qu'on pourrait trouver. Pas de pression. Regarde-moi ça, des belles graines de même. Comme dans les émissions de cuisine qui se respectent, j'ai pris de l'avance. Ça, là, ça m'a pris des heures à remplir tous ces pots-là. Là. C'était tellement de travail. Ça vient des melons qui étaient beaux et gros et goûteux, mais ça ne veut pas dire que leur descendance va être comme leurs parents, parce que la lignée n'est pas stabilisée. Okay. Ça va prendre beaucoup d'années. C'est vraiment un rescapé, puis nous, on essaie de le ramener. On veut que ce soit sucré. Cette affaire plus profonde, là. Ah, je n'échappe une. Voilà. Oh mon Dieu, j'ai trouvé. Phew! Mais imagine, là, imagine ça, c'était le meilleur melon. On serait triste d'avoir perdu. Un naturel. Ce qui est le plus fascinant avec le melon, c'est qu'il y a des tonnes d'articles qui ont été écrits sur les méthodes particulières de culture. Les cultivateurs plantaient le melon dans leur champ en couche chaude. C'est comme si tu faisais une petite serre dans ton champ, c'est-à-dire que tu vas mettre un châssis de bois, puis par-dessus, tu mets des vitres, et là, tu vas remplir ça de fumier, tu remets de la terre par-dessus. Ce qui se passait, c'est que le fumier de cheval produisait de la chaleur par en dessous, les rayons solaires amenaient de la chaleur par le dessus, et donc même en plein mois d'avril, au Québec, dans un champ, il était capable d'avoir une petite serre chauffée et donc de démarrer la production du melon. On les plaçait sur des roches plates, ou du moins ça pouvait même être des briques, ou peu importe, mais le but c'était de conserver la chaleur pendant la nuit. Et l'autre truc aussi qu'ils faisaient, c'était de tourner les melons à la main à chaque quelques jours de quelques degrés pour que chacun des côtés du melon ait accès au soleil et qu'il ait une belle forme. Donc c'était énormément d'entretien, énormément de travail. Ton plant, il va en produire 1, 2, 3 melons, puis c'est tout. Donc, tu chouchoutes ton bébé jusqu'à la fin de l'année pour après être capable de le vendre sur le marché. Et là, je suis même plus sûr, c'était quand exactement qu'on est venu? Ça fait genre 1 mois? Ou... Oui, ça fait 1 mois, Bernard. Est-ce que j'entends de la musique en ce moment? Est-ce que tu laisses la musique à tes plantes? Oui. Sauf la nuit. Faut qu'ils dorment. Oh my God, je me souviens quand j'ai planté celui-là. Es-tu prêt à te mettre les mains dans la terre, Bernard? Ben oui. OK. Mes petits bébés.
Une des choses qu'on voit très souvent, c'est que le melon de Montréal aurait des notes de muscade. Au fil et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à douter de cette affirmation-là. Il n'y a aucune mention d'un goût de muscade à propos du melon de Montréal avant sa redécouverte. Et la personne l'écrit clairement, elle dit « Le melon au goût de muscade, entre parenthèses, son nom était aussi Montreal Nutmeg Melon ». Mais on sait très bien que nutmeg n'avait pas de lien avec sa saveur, mais bien de son apparence de noix de muscade. C'est important parce qu'en ce moment, une des critiques qu'on a par rapport à est-ce qu'on a vraiment redécouvert le melon de Montréal, c'est le fait qu'on ne goûte pas son goût de muscade. Mais c'est une critique qui est probablement non fondée et donc probablement qu'on est beaucoup plus sévère par rapport au melon qu'on goûte aujourd'hui, simplement à cause d'un mythe qui a été véhiculé depuis le début des années 2000. Là, en ce moment, le test que tu fais, c'est de recréer un melon qui va répondre à une histoire. Tu comprends? Parce que tu te bases sur des écrits du passé pour te dire, on va essayer de recréer quelque chose qui ressemble à ce que je lis. Puis il y a espoir parce qu'il y a quand même un certain pourcentage assez faible, mais qui présente les mêmes caractéristiques, ou du moins proches des anciennes caractéristiques. Puis notre but, bien, ce serait après cette année, puis les années qui vont suivre, bien, c'est peut-être de le ramener à 50 70 peut-être 100 un jour. Mais parce que même eux, ils faisaient une sélection, non? Ah, c'est sûr qu'il y avait leur lignée. Ils choisissaient les meilleurs des meilleurs, puis ils continuaient leur lignée avec ça. Fait qu'on on va avoir notre lignée à nous, Bernard. Mais c'est ça! Pourquoi est-ce que, après autant de fois que je vais sur une ferme, j'ai pas encore compris que s'habiller 100% en noir, c'était la pire idée du monde? Pas de gothique à la ferme aujourd'hui! C'est surprenant comment ça pousse vite. À un moment donné, là, vers le mois de fin juillet, là, ça se met à exploser. Quand les fruits commencent à grossir, ça grossit très vite. À chaque jour, tu vois une différence quasiment. Les melons commencent à mûrir. J'ai commencé à faire le tour, j'ai commencé à goûter quelques-uns, éliminer certains. Fait que tu as déjà fait une présélection, genre t'en as enlevé des plants déjà. Je les ai pas enlevés, mais je sais lesquels. OK, tout le plan est dans ta tête. On pourrait dire ça, okay. Ouais. Mais là, OK, mais sauf que là, ils sont comme tous morts. Ben, ils sont pas morts encore, ils continuent à nourrir le fruit. Est-ce que tu pourrais m'en montrer, mettons, des exemples de melons que déjà, juste visuellement, tu sais que c'est pas bon? Oui, ils sont plus de ce côté-là. La couleur du verre est pas pareille. Il est assez lisse aussi. On voit pas clairement les lobes. OK, bombés. Ouais. OK. Il est pas très brodé, celui-là. Ouais. Mais mettons, ceux-là sont vraiment loin d'un melon de Montréal. J'en ai ouvert un tantôt, puis la couleur... Tu vois, le vert, okay. plus jaunâtre. Ouais. Mais c'est fascinant parce que, pour vrai, je regarde juste le champ, puis on le voit tout de suite qu'il y a de toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Fait que quand tu dis qu'on vend les semences d'une variété en particulier, puis que la personne, elle arrive chez elle, puis elle va le planter, elle va planter peut-être une semence, 2 semences, hey, c'est comme... ça peut donner plein de résultats différents, là. C'est incroyable. C'est ça, c'est d'habitude, pour stabiliser une variété, ils disent entre 7 et 10 ans. OK. Ouais, quand même. Fait que c'est quand même un long processus. Ouais. Pendant qu'on faisait le tournage, il y a quelqu'un qui a écrit à Louis-Philippe en disant « Bonjour, j'ai entendu dire que vous cultiviez le melon de Montréal. Mon grand-père, Anatole Descaries, cultivait le melon de Montréal à l'époque. Et donc, je serais intéressé à en savoir plus sur le sujet. » Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler avec Marie-Denise Marié, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Bernard Lavallée. Louis-Philippe vous a parlé qu'on faisait un documentaire sur le melon de Montréal. Oui, tout à fait. On aimerait ça vous inviter en fait à venir déguster le melon de Montréal avec nous, si vous étiez disponible, bien sûr. Ben, écoute, c'est super. J'attends de vos nouvelles. Ben oui, avec grand plaisir. Ben, écoute, le plaisir est vraiment réciproque, laisse-moi te dire. Allô? Salut! Bonjour, Bernard, enchanté. Salut Bernard! Merci beaucoup d'être là. Ben, ça fait plaisir. Ah, c'est vraiment le fun pour vrai, là. On a la couleur qui commence à jaunir. Puis quand on tire dessus, OK, il vient tout seul. il vient tout seul. Donc là, on sait qu'il est mûr. Puis l'odeur. Ah, wow. Ah oui. Ouais, J'ai l'impression que je touche à l'héritage de mon grand-père. C'est fou. Mais Vous j'ai avez ça. l'image de votre Oui. grand-père. C'est comme wow. Ah, c'est vrai qu'on sent.
Donc, dans le fond, où est-ce que le morceau de bois ici? Oui, OK. Tout ce qui est dans cette direction-là. Là, c'était pas mes strains, ceux-là? Non, c'est un autre. Elle peut Et là, comment valider. tu peux savoir? Les semences viennent de... Ben, en fait, Lynn, elle est semencière aussi. Puis donc, je pense qu'il y a une bonne partie des semences qui venaient de ta lignée. Ouais, des plus beaux. Lynn Bellemare, c'est celle qui m'a donné la piqûre des semences ancestrales. C'est celle qui m'a fait connaître le sujet et c'est celle qui m'a fait connaître le melon de Montréal. C'est quand même dans les pionnières, je dirais, et elle est passionnée par l'histoire des variétés du patrimoine québécois. Ah, lui, Ah, ça sent bon, c'est vrai. regarde le beau melon que j'ai trouvé. Moi, j'attends qu'il soit pourri. Là, je suis sûr que qu'ils sont mûrs. Ça ressemble vraiment à un melon de Montréal. Mais ils ont eu la vie dure, hein? Faut Ouais. pas oublier là, que on a eu un été très moche, puis malgré tout, on a quand même des beaux melons, fait que on est très contents. Puis ça ne nous empêche pas de faire le travail qu'on veut faire. Effectivement. La référence, si on peut dire, là, c'est en termes de goût, c'est le melon qui est là, puis en termes de forme et de grosseur, c'est celui-là. Fait que je peux vous passer ceux-là? Ben, je dirais à vous l'honneur. Ben voyons. Ouais, allez-y, de couper comme un gâteau de fête. C'est bien bon. Mais là, nous aussi, il faut qu'on y goûte. Oh, non, mais... Non, mais là... Non, mais c'est vraiment bon. Passe le melon. Assez resservi. Ben oui, ben c'est ça. Assez Avant de servi. Ben, ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon C'est bon signe. signe. Il est sucré, il Ouais. est parfumé, Il est juteux, il est juteux. il est goûteux. Vraiment, Ouais. là. Ouais. Ouais. Anatole, arrange-toi pour que ce soit bon. Oh, qui a l'air bon. Oh, il y a beaucoup de chair. Oui. Ouais, il est beau, lui, hein? J'aurais tellement aimé que ma mère soit là. Eh là là. Elle vous parlait du melon? Elle m'en a parlé depuis que je suis chaude de même, là, tu sais. Ah ouais. Oui. Il y a une année où il y a eu vraiment là, un été, là, il y a eu une grosse grêle, puis les melons étaient comme pas assez beaux pour vendre. Et ma grand-mère, Marie-Catherine, avait dit à Anatole, ben apporte-nous-les-moi, puis je vais essayer de faire de la marmelade avec. Et elle a réchappé tous les melons comme ça, de leurs clients là, qui achetaient les melons pour les vendre un peu partout. Il disait, ben, il dit, fais-moi encore. Il dit, c'est tellement bon. Là, tu sais. Écoute, j'avais le cahier, le livre de recettes de ma grand-mère, et j'ai aucune idée où il est rendu maintenant, mais peut-être qu'il y aurait eu la recette de la marmelade dedans. On veut la recette. Oui. Ben, je sais plus où il est rendu, moi, ce cahier-là. C'est comme, ah. Ça, c'est très bon. Numéro 1. Ça fait combien d'années en fait que tu le cultives, toi, Lynn? Un bon 5 ans. On en a eu là, des spécimens. Là, un spécimen gros comme Wow. ça. Ouais. Il y avait un Bon. goût moyen. Puis on en a eu des petits, très goûteux. Puis ce qu'on essaie d'aller chercher, vraiment, c'est les deux. Si on pouvait le croiser avec d'autres souches de melon de Montréal, mais c'est ça le problème, c'est Il qu'il y en a existe pas. juste une souche. Il n'y a que ce petit flacon-là qui a été trouvé. Fait qu'on est comme pris avec le problème. Moi, je le rajouterais, celui-là. Ouais. Ouais. OK. Des fois, c'est là qu'on voit là, que vraiment, il y en a qui sont vraiment dégueulasses. C'est un travail, tu sais, est-ce qu'on va retrouver la génétique d'autrefois? Tu sais, il y a un goulot d'étranglement quelque part. C'est pas grave, c'est pas ça le but. Le but, c'est de le faire, de s'amuser, puis C'est ça. de mettre les gens au courant que, hey, nos variétés ils disparaissent. Puis qu'il y avait un passé agricole à Montréal, Oui. que c'était des belles terres fertiles. On parle d'agriculture locale de proximité. On l'avait, ça. Puis maintenant, on l'a plus, puis ça nous manque. C'était le but de l'exercice, hein? Pas des ventes à New York. Un jour, peut-être. Ben, au Reine-Élisabeth à Montréal. Oui. On se met ça comme but? 2030. 2030, OK. 2030. Ça nous laisse le temps de manquer notre trou encore. Ah, c'est ça. Non, ça vous laisse le temps de réussir. Oh. Et réussir par-dessus réussir, là, réussite par-dessus réussite, là, vous allez avoir les meilleurs. Je l'ai souvent dit, mais je suis nostalgique de saveurs que je n'ai jamais goûtées. C'est quasiment si à l'intérieur de moi, des fois, j'ai le goût de pleurer en me disant il y a plein d'aliments que mes ancêtres ont pu manger puis que moi, je pourrais jamais goûter de ma vie parce qu'on les a laissés aller sans que jamais personne s'en rende compte puis que jamais personne dise il faut les préserver. C'est une tragédie quand on y pense, puis c'est une tragédie qui est personnelle parce que bien sûr qu'il n'y a personne d'autre que toi qui va autant triper sur la sauce à spaghetti de ta grand-mère. C'est une tragédie qui est collective aussi parce qu'on perd chaque jour ces connaissances alimentaires-là. Puis je pense que c'est important de se le rappeler. Quand on mange des aliments,
on mange notre histoire aussi. Si au moins l'aliment a disparu, qu'au moins son histoire soit préservée pour que les prochaines générations soient capables d'apprendre de ces histoires-là puis se rappeler que bien, s'il y a des aliments qui ont disparu dans le passé, peut-être que ça peut arriver encore aujourd'hui, fait qu'on serait mieux de faire attention pour pas que ça arrive. On s'en va au Sabayon, le resto de Marie-Josée puis Patrice. On est allé leur porter les melons il y a quoi, peut-être un mois, genre? Puis là, techniquement, ils nous ont cuisiné une marmelade avec les melons. La seule chose, c'est que j'aurais tellement aimé qu'on puisse trouver la vraie recette. Ouais. Quand tu as un aliment qui disparaît, les gens qui le connaissaient, cet aliment-là, puis qui donc savaient comment le cultiver ou comment le cuisiner, ils disparaissent aussi et leur savoir disparaît avec eux. Puis la réalité, c'est que le goût du melon, là, comme encore une fois, qu'on essaie de retrouver, la réalité, c'est qu'on ne saura jamais si on l'a retrouvé ou pas. Fait que ça va être un goût qu'on aime, qu'on constate, qu'on est comme, ah, ben ça, on est vraiment heureux avec ça. Mais peut-être que si on pouvait voyager dans le temps puis qu'on y faisait goûter à la famille des Caries, ce serait comme, ah, c'est pas notre melon, ça. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est un peu drôle parce que là, on est sur la charmante métropolitaine, puis on se dirige, justement, on va passer par des Caries pour aller au Sabayon. Ouais. Hey! Allô! Ça va bien, toi? Ben oui, super! Salut! Donc, je suis vraiment travaillé sur des méthodes un peu comme anciennes de fruits confits. On a cette texture-là de fruits un peu bonbons, jujubes, sans trop cuire justement la chair du melon. Wow. C'est tellement intéressant, puis moi je capote, là. OK, on goûte? OK. Ouais. OK. Oh my God! Oh mon Dieu! Wow. Oh my God! Non, c'est pas forcé. Non, mais On a quand même le parfum du melon frais. C'est ça le défi quand tu fais des confitures, c'est de ne pas perdre ce côté-là du fruit frais. Là. Tu ne veux pas juste avoir ce fruit-là qui est trop cuit. Là. Wow. Puis je trouve qu'il y a même une espèce de comme arôme de poire un peu. Oui. Il y a plein de choses que j'aurais pu mettre, mais j'ai décidé de rien mettre pour qu'on puisse goûter. Ben oui. Hey, c'est quelque chose, là. Ah ouais. Nos melons étant de bonnes mains. Mais vraiment, hein? Après la saison de pluie qu'on a eue quand même, vraiment, c'est super content. C'est la cerise, c'est vraiment la cerise sur le sundae. C'est le melon sur le sundae. Ah oui, c'est vrai. Un gros sundae, là, mais... Avec un gros melon. Après cet été-là, à découvrir le vrai goût du melon de Montréal puis expérimenter avec la variété, j'avais envie qu'il y ait plus de gens qui puissent y goûter pour vrai. Et donc, on a décidé de produire la confiture de Patrice à plus grande échelle. Puis avec tout ça, là, je réalise que finalement, l'histoire du melon de Montréal n'est pas terminée. Puis j'espère qu'elle continue encore pour longtemps. On est en août 2025 à la ferme Vaillancourt. C'est un de mes producteurs de melons. Ça fait littéralement 1 an que j'ai juste commandé des melons à des producteurs un peu partout au Québec. Puis là, on s'en va visiter un de ces champs-là. On est proche de la récolte, donc je veux voir ça ressemble à quoi. OK, c'est tellement plus gros que je pensais dans ma tête, là. Je réalisais pas le... 500 semences. Oui, c'est ça. Qui lui est quand même beau pour vrai, là. T'sais, il est vraiment rond, il est full bien côtelé, la broderie est belle, il est petit quand même, dans le sens que... Mais de toute façon, il n'a pas fini de grossir, là. La saison n'est pas finie, mais lui, ça pourrait être un bon, là. Tiens, je vais lui donner un petit spin. Comme ça, il va pouvoir mûrir de tous les côtés. Ça va être mon implication dans sa culture. Je sais pas combien on va être capable d'en récolter, puis je sais pas sur tous ceux qu'on va récolter, lesquels vont être vraiment bons. Mais c'était ça l'intérêt d'en faire une aussi grosse quantité parce qu'il faut produire pour espérer être capable de récolter quelque chose de bon à la fin, là. Fait qu'on va voir. Est-ce qu'un jour on croquera dans un melon puis on va dire « Ah, je peux mourir en paix, j'ai goûté au melon de Montréal », je penserais pas. On n'y arrivera jamais en réalité parce que je pense pas qu'un aliment soit capable d'être aussi bon qu'une légende, que toutes ces histoires-là qui ont été racontées, c'est que ça a tellement été une construction à travers les années que je pense même pas que même le meilleur des melons de l'époque valait ces éloges-là. Goûter un bon melon a toujours été le bonus de l'histoire. Pour moi, ce qui était plus important, c'était de préserver la légende, de s'assurer qu'on raconte la vraie histoire, qu'il n'y ait pas de fausseté en arrière. Pour moi, ça a toujours été ça, le vrai objectif de la quête. C'est un bon melon, mais qui probablement n'accotera jamais les histoires, d'après moi.